Sensibiliser et assurer le plaidoyer auprès des populations et des autorités. Les temps forts de la cérémonie de lancement avec nos correspondants sur place, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Une autre grande immersion dans ce journal, elle se passe cette fois-ci dans notre patrimoine agricole. Nous allons découvrir des parcelles de sorgho, de coton, de maïs, de soja ou de manguier. Nouvelle génération et made in Mali, s'il vous plaît. Ceci s'appelle amélioration de la productivité, de la production et de la résilience de nos cultures face aux effets du changement climatique. Nous serons avec Boubacar Sissoko et Amadou Tchoukari de l'ERTM Koulikoro. Nous aborderons dans cette édition un problème urbain. Ce sujet va vous parler puisque nous sommes tous confrontés à cette situation dans nos quartiers, sur nos axes et grands boulevards. Il s'agit de l'installation des stations-service par-ci et par-là, aux grandes dames des normes à respecter. Résultat, chaussées très réduites, trop souvent provoquant d'énormes embouteillages et accidents de la route. Station-service au-delà de la limite, un dossier signé Bemba Sibi et Aruna Diarra. Dimanche 20h, merci de nous suivre. Bonsoir. Les ministres en charge de la réconciliation et celui des affaires étrangères face aux Maliens établis à l'extérieur, le colonel Ismaël Ouagé Abdoulaye Diop répondait aux questions concernant le programme national d'éducation aux valeurs. C'était lors d'une session d'appropriation à l'intention de nos frères de la diaspora. Occasion d'expliquer les tenants et aboutissants de cette initiative, nous explique Aluseyni Touré. Comme à l'accoutumée, les experts ont expliqué la vision, la démarche, les axes stratégiques et le plan d'action du programme national d'éducation aux valeurs. Nos compatriotes résidant au Niger, au Canada, à Cuba et partout dans le monde ont, par la magie des technologies de la communication, exprimé leur adhésion à ce programme avant d'exprimer les préoccupations dont la prise en compte permettrait, selon eux, d'améliorer son application. On nous fait comprendre aussi toujours que les femmes constituent plus de 50% de la société malienne. Alors, puisqu'on est engagé actuellement dans un vaste mouvement de refondation de la société, et de la création du Mali-Croix, et que la création de ce Mali-Croix ne peut pas aller sans le Malien nouveau. Alors, il faudrait reconsidérer cet aspect de la vie de la société, le fait que les femmes ne sont pas respectées. Les membres du gouvernement ont promis de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des Maliens de la diaspora et de l'ensemble des Maliens ayant exprimé leur point de vue. Nous sommes à l'ère de la diplomatie culturelle, ancrée sur nos valeurs, nos principes de vie. Nos principes de vie, nos valeurs. Nos valeurs, nous savons que en milieu Bamana, en milieu Mandé, en milieu des valeurs du système d'O-Kaïdara, il y a dans le Maya, vous avez le Moroya, le Morosobeya, le Morosobedeya, le Horonya et le Sinankuya. Ça nous caractérise et c'est ce qui nous permet de faire ce vivre ensemble là, mais dans toute notre plénitude de dignité, d'hommes dignes et d'hommes d'honneur. Cela nous a fait. Mais également, il y a des principes qui devraient caractériser chaque citoyen malien, où qu'il se situe dans justement l'échelle nationale. Vos préoccupations ont été répondues, notées, et je suis certain que cette session va constituer le point de départ d'un engagement constant, permanent, quotidien, avec chacun de vous, à travers certainement le concours du ministère en charge de la diaspora et du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de la Refondation, pour que nous puissions mettre à votre disposition les outils nécessaires pour pouvoir accompagner votre travail, votre présence dans les pays. Aujourd'hui, l'engagement du Mali aussi, je dois le rappeler, se conjugue essentiellement aussi à travers notre engagement dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, qui est une dimension importante de notre action extérieure. La semaine d'appropriation du programme d'éducation aux valeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Voilà, c'était plutôt le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, et son collègue des Affaires étrangères. Une bonne fête nationale au Royaume d'Espagne. Ce 12 octobre, l'ambassadeur d'Espagne au Mali a organisé une réception pour commémorer l'événement. Regardons le reportage de Ibrahim Kaoukonate et Siriki Balo.
Le gouvernement du Mali se tient aux côtés de l'Espagne pour magnifier leur coopération. Une coopération mutuelle avantageuse des deux côtés. En effet, la journée du 12 octobre, fête de l'Hispanité. Membres du gouvernement, diplomates et d'autres invités de marque ont immortalisé cette date historique autour d'une réception à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. Relations honnêtes entre des peuples qui se regardent face à face et basées sur le respect de leurs décisions souveraines. Par conséquent, l'action extérieure de l'Espagne à Mali repose sur deux piliers. La solidarité et la mise de l'être humain au centre de son activité. Le ministre Abdoulaye Diop a transmis les félicitations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à Sa Majesté le roi Philippe VI, ainsi qu'au peuple espagnol. Le gouvernement du Mali attache une importance particulière à l'objectivité dans la coopération avec tous ses partenaires, afin que nos relations soient fondées sur les principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique au Mali. À cet égard, je note et apprécie l'attachement de nos deux pays, l'Espagne et le Mali, aux questions essentielles d'unité nationale et de respect de l'intégrité territoriale des États. Pour rappel, ce sont 400 ans après la découverte de l'Amérique par les Espagnols, par décret royal en 1892, que le 12 octobre devient le jour de la fête en Espagne. Fin des travaux de la conférence intergouvernementale des Nations Unies, l'événement qui s'est tenu à Addis Abeba en collaboration avec l'Union africaine portait sur l'évaluation de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le ministre en charge de la construction citoyenne nous donne plus de détails au micro de Kodji Sibi. Ce rendez-vous a été un rendez-vous très important, nécessaire, même indispensable, pour évaluer les efforts des États dans le cadre de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations ordonnées, sûres et régulières. L'élément le plus important a été surtout d'écouter les différentes expériences des différents pays, le niveau de mise en œuvre dans chaque État et les difficultés mais aussi les perspectives. La rencontre a été enrichie par la présence d'une dizaine d'États, de représentants d'États, mais aussi des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'OIM qui est l'acteur principal. Pour ce qui est du Mali, nous avons saisi cette opportunité pour faire le point du niveau de mise en œuvre au niveau du Mali, des acquis qui sont extrêmement importants et qui d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ont été beaucoup appréciés par les différents participants. Nous avons mis en exergue également tous les efforts déployés par le gouvernement du Mali pour continuer à mériter sa place de champion dans la mise en œuvre du pacte mondial. À ce titre-là, nous avons quand même fait certaines recommandations, mais aussi des critiques positives. Nous avons attiré l'attention de nos amis, de nos frères africains, des délégations africaines, qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'État africain, nous nous disions qu'il y a un travail à faire à notre niveau, de faire notre propre autocritique, de trouver les mécanismes pour une régulation interne des problèmes de migration avant d'attendre les autres pays d'accueil, l'Europe notamment. Voilà, le ministre Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établi à l'extérieur. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katilé, a participé du 8 au 9 octobre dernier aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, tenue à République du Congo-Brazzaville. La rencontre a été marquée par l'examen et l'adoption du rapport d'activité et du rapport financier. Elle a également entériné
La demande d'adhésion du Conseil économique et social de la République sœur du Zimbabwe. En marge des travaux, une conférence de haut niveau a été organisée sur le thème les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique. Le président du Conseil économique, social et environnemental, Yacouba Katile, revient sur les temps forts de cette rencontre. C'est au micro du Koudji Sibi. L'événement couplé, c'est effectivement la conférence internationale sur les enjeux environnementaux. Nous sommes tous concernés, tout le monde sait aujourd'hui, surtout cette année, avec tout ce que nous voyons, c'est pas le Mali seulement, mais on voit la véritable face même vraiment du changement climatique. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, les discussions, il y a des panélistes qui sont en train vraiment de parler un peu par rapport à ce qu'ils ont conformément à des principes dans leur pays, et question d'expérience. Il y a le transport qui est interpellé à ce niveau-là. Donc, bref, nous disons tout simplement que le souci est grand et tout le monde est engagé à la recherche des solutions définitives par rapport à ces préoccupations. Il est encore temps qu'entre nous, Africains, on puisse vraiment parler d'une même voix, se donner la main et exiger à ce que cela soit. Quoi que ce qui est fondamental, mais qu'à partir du moment que nous-mêmes nous soyons vraiment imprégnés de la situation véritablement et pouvoir vraiment prendre des initiatives, agir, travailler pour pouvoir vraiment échapper à ces phénomènes aujourd'hui. Revenons au Mali, la ville de Djenné abrite l'édition 2024 des Journées nationales du patrimoine culturel. La protection et la promotion du patrimoine culturel national au cœur de ces journées destinées à informer, sensibiliser et assurer le plaidoyer auprès des populations et des autorités. Les temps forts de la cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Artisanat, Andogoli Guindo, c'est avec nos correspondants sur place, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Forte mobilisation ce vendredi saint des populations de la ville religieuse de Djenné à l'occasion de la célébration des Journées nationales du patrimoine culturel édition 2024. Le but de ces journées, présidées par le ministre en charge de la culture Andogoli Guindo, est d'amener les populations à s'approprier et à protéger leur patrimoine culturel. Djenné constitue un bel exemple d'ensemble architecture du Moyen-Âge africain vers le XVIIe et XVIIIe siècle. Elle est considérée tantôt comme la plus belle ville d'Afrique, tantôt comme la ville africaine type en termes battus. Le choix porté sur Djenné pour abriter l'édition, c'est sur la base saine et naturelle de son architecture en terre qui frise vraiment à la limite la perfection. C'est une architecture futuriste, adaptée et qui suscite vraiment de l'admiration. Toutefois, cet immense patrimoine culturel riche et varié est en péril selon le ministre en charge de la culture. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cet héritage ancestral, ces joyaux, ces biens précieux, est soumis à des menaces d'ordre naturel et anthropique. Intempéries, telles que les inondations que nous déplorons actuellement, dégradation, destruction, vol, pillage, fouilles clandestines, trafic illicite, pression du développement urbain, spéculation foncière, urbanisation anarchique, abandon des pratiques et des mythes fondateurs. Face à cette situation, le ministre Guindo en appelle au sens de responsabilité des populations et des autorités locales, d'où le thème de l'édition 2024, rôle et responsabilité des communautés et des collectivités dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel. J'engage les autorités administratives, politiques, les autorités et légitimes traditionnelles et coutumières et les communautés soucieuses du devenir de la cité millénaire à protéger et à conserver le bien ville ancienne de Djenné afin de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril. Durant ces journées, la ville touristique de Djenné brille aux couleurs des manifestations artistiques et culturelles, des expositions photographiques et des panels. Auparavant, le ministre Andogoli Guindo a rendu une visite de courtoisie au chef du village et à l'imam de Djenné.
La force conjointe de l'AES a infligé une très lourde perte aux groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Les FAMA en toute autonomie ont aussi détruit des véhicules dans la région de Ménaka. Le récit de toutes ces opérations, c'est avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future. À environ 70 km au nord de Ménaka, des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Fin de course pour Oumarou Adama, un combattant et artificier de l'État islamique. Au Grand Sahara, les forces combattantes dans le camp des opérations de sécurisation du territoire l'ont interpellé ce 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouy. Suivons le commentaire de Bienvenue Taonsa. Oumarou Adama, appréhendé par nos forces combattantes le 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouy au cours d'une opération où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et de la logistique récupérée. C'est un combattant et artificier de l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'est engagé dans les activités terroristes depuis 2019. Oumarou Adama est impliqué dans plusieurs attaques, vols de bétail et poses d'engins explosifs improvisés et a entraîné des victimes dans les provinces du Séno, de l'Oudalan et du Yaga. Le 18 février 2021, Oumarou Adama, appuyé d'autres terroristes de l'EGS, ont intercepté à Tadarayat sur l'axe Markouy-Tokabangu des camions qui avaient quitté Markouy pour le marché de Dolbel au Niger. 9 nomades ont été tués et des véhicules incendiés. 11 janvier 2022, il participe à une embuscade contre une patrouille du détachement militaire de Markouy dans le village de Tadarayat. Le 20 février 2023, Oumarou Adama est co-auteur de l'attaque contre la population et le détachement de Tinakov. Cet homme, dont l'armée burkinabé a mis fin aux agissements, est né à Dambam dans la commune de Markouy. 2 de ses 3 frères engagés dans le terrorisme ont été neutralisés lors d'une opération à Tinzubaraten dans la localité de Markouy. Sur un tout autre plan, 14e édition du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Cette année, ce sont au total 15 artistes professionnels et 4 assistants de 9 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe qui prennent part à la présente résidence. Parmi les participants, des Maliens, nous dit Moussaki. Cette année encore, le Burkina Faso relève le défi de la tenue biennale du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. La 14e édition de ce symposium se veut celle de la résilience, de la reconnaissance aux pionniers et de l'expression de l'hospitalité légendaire du pays des hommes intègres. À son lancement, sur le site situé à quelques encablures de la ville de Zignari, le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, salue l'engagement de tous les acteurs pour faire de Laongo le rendez-vous des artistes plasticiens du monde. Le symposium permettra à ces artistes professionnels de venir faire parler la pierre, si je peux le dire ainsi, en projetant leur talent, leur inspiration sur le granit ici sur le site de Laongo. Et ce sont des œuvres qui vont rester pratiquement pour l'éternité. Nous allons prendre les dispositions pour pouvoir accompagner le département en charge de la culture pour en tout cas aménager le site et également accompagner dans le cadre de l'exercice de sécurisation foncière qui a été engagé pour que en tout cas les artistes puissent préserver leur œuvre à ce niveau-là pour que également le site puisse prendre de l'ampleur. Sur le granit de Laongo, des artistes plasticiens en plein travail. 15 professionnels du domaine avec 14 assistants
venus de 9 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe sont présents au 14e symposium. De ces pierres vont jaillir dans quelques jours des œuvres bien expressives. La partie la plus expressive de l'œuvre que vous allez constater, c'est la bouche, parce que c'est la qui exprime la parole qui est au début et la fin des choses. Et puis dans les formes, vous allez trouver de droit, de coubé, de rond. Et donc c'est comme ça aussi vous allez trouver de poli, de granulé et de naturel. Du haut de la tribune de ce 14e symposium international de sculpture sur granit de Laongo, le ministre d'État Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo magnifie l'œuvre pionnière des pères fondateurs. Il exprime toute sa reconnaissance à des artistes plasticiens comme Sidiki Ki, Dr Edwige Zagré, Vincent Kwala, Alseni Seydou Bari, qui ont tenu un symbole fort de 35 ans pour le rayonnement culturel du Burkina Faso. 8e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations. Plusieurs points importants ont été à l'ordre du jour de cette réunion présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zeyn, le compte-rendu de Djamila Amadou et Askou Djibrila. En ce vendredi du 11 octobre 2024, l'assistance au profit des sinistrés et la mobilisation des ressources et autres appuis au plan national et international au centre du débat. Ainsi, on dénombre 193 808 ménages sinistrés, totalisant 1 424 746 personnes. L'assistance alimentaire apportée par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires a permis de toucher 1 300 368 personnes, totalisant 176 625 ménages, soit 91,27%. Le coût des appuis apportés dans le cadre de la gestion des inondations est de 6 993 724 900 francs CFA, dont 6 917 603 900 pour les produits alimentaires et 76 121 000 pour les biens non alimentaires. Le tout sur fonds propres de l'État. À cela s'ajoutent les appuis des partenaires et des contributions de bonne volonté. Le comité s'est enfin rassuré des préparatifs de la rentrée scolaire, notamment la libération des classes occupées et le relogement des sinistrés. On va à présent ouvrir notre page magazine. Que diriez-vous d'une virée sur nos axes et boulevards et même dans nos quartiers pour aborder ce problème urbain? Un sujet qui va vous parler puisque nous sommes tous confrontés à cette situation. Il s'agit de l'installation des stations-service par-ci et par-là aux grandes dames des normes à respecter. Résultat, chaussées très réduites, trop souvent provoquant d'énormes embouteillages et accidents de la route. Les autorités communales rencontrées par notre équipe assurent tout mettre en œuvre pour lutter contre cette pratique, non sans difficulté. Station-service, au-delà de la limite, un dossier signé Bemba Sibi et Aruna Diarra. L'occupation anarchique du domaine public est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Les commerces et les stations d'essence sont le plus souvent pointés du doigt. Ces constructions, qui dépassent leur superficie légale, contribuent à la réduction de la chaussée par endroits, ce qui entraîne des embouteillages et des accidents souvent dramatiques. Cette mauvaise aventure, Draman Diarra l'a vécue en sortant d'une station d'essence. J'ai eu une collision avec un autre automobiliste en sortant d'une station-service. Malheureusement, une personne a perdu la vie dans ce choc. Pour Diallo Astan Konaté, enseignante, c'est l'étroitesse de la chaussée à cause d'une station d'essence qui a provoqué son accident. J'étais arrêtée au feu tricolore quand un motocycliste m'a renversé. Il voulait me dépasser
alors que la route était très étroite. Au-delà des désagréments causés pour les usagers de la route, le voisinage de ces stations peut faire les frais de leur installation. En tout cas, c'est la conviction de Bourama Kamate, usager de la route. La présence des stations peut créer des désagréments pour ses voisins. Donc je pense que les promoteurs des stations doivent avoir l'autorisation des riverains de leur site avant l'installation. Tel n'est pas le cas pour la station installée à côté de Souleymane Sangaré, imprimeur à Sogoninko. Et puis avec ce on a tout fait pour que la station ne puisse pas ouvrir main en vain. Toutes nos actions n'ont pas pu empêcher le promoteur d'ouvrir sa station. Pourtant, l'installation des stations est régie par la loi. Après la demande, plusieurs enquêtes sont menées par la police, la protection civile, la direction nationale de la géologie et des mines pour évaluer les risques et avoir l'autorisation du voisinage. Si ces résultats sont concluants, la mairie de la commune ne peut qu'accepter l'installation. Elle veille toutefois au respect des termes par le requérant. Ce qui est marrant et qui est peut-être regrettable au Mali, c'est le non-suivi alors des termes des autorisations par le requérant. Dans la plupart des cas, ils excèdent alors les principes préétablis dans leur autorisation. Il suffit seulement qu'ils aient l'autorisation pour qu'ils aillent souvent dans des excès. Mais à chaque fois, alors que cela nous a été remonté, nous avons aussi pris les dispositions qui conviennent. Informer aussi les services techniques en la matière et aller à l'application des principes. Le maire chargé du cadre de vie de la commune 5, qui fait 41 000 km² et compte 42 000 rues, appelle la population à les aider dans l'identification des cas de non-respect des dispositions en matière d'installation des stations d'essence. Maintenant, qu'il faut-il retenir de l'actualité dans la région? Commençons par Gao, par la tenue pour la première fois du mois du consommé local, 5e édition. La cérémonie de lancement de la grande foire d'exposition de produits locaux, c'était en présence du gouverneur de la région et de l'ensemble des acteurs concernés, comme pour Sikasse également, où l'Union des chambres consulaires de la région entend créer et consolider les opportunités commerciales locales profitables aux acteurs des filières agro-silvo-pastorales. Moussokoro Sereme, Taïro Koudate, Aluidrissa Maïga. Nous sommes à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Sessim Gao. Ici, plusieurs stands sont installés dans la cour pour exposer des produits de tout genre. Objectif, valoriser la consommation de nos produits locaux. Cette première exposition dans la cité des Askia s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du mois du consommé local. Nous avons nos produits locaux et que nous devons mettre en valeur pour minimiser notre dépendance de l'extérieur. La région de Gao, comme le Mali tout entier, regorge de divers produits agricoles, artisanaux et industriels produits par nos braves agriculteurs, artisans et industriels. Il est donc souhaitable que nos décideurs publics et nos populations privilégient ou priorisent nos propres produits dans les choix d'achat et de consommation. Les participants à cette foire sont venus de plusieurs localités de la région pour montrer aux visiteurs le savoir-faire de nos artisans, mais aussi toute la richesse qui réside dans nos mets traditionnels. Nous exposons en quelque sorte nos produits locaux, en commençant par les nénuphars, fonio ou bien ganchi en soirée, nos poissons séchés. On a aussi ce qu'on appelle le manchi, le bourgou en français, qu'on brûle un peu, on écrase, on met de l'eau, on fabrique ça sous forme de boisson que nos ancêtres consommaient. En marge de cette foire d'exposition, les organisateurs ont animé un panel sur la consommation et la valorisation de nos produits locaux avant de déguster un plat traditionnel de Gao appelé Alabadia. La souveraineté totale et entière dont aspire le Mali, pays à vocation agro-silvo-pastorale, passe par la mise en valeur des savoir-faire des acteurs du monde agricole.
et ces journées de valorisation des produits locaux de l'Union des chambres consulaires de Sikasso se veulent des espaces d'ouverture de boulevards d'opportunités aux richesses agroalimentaires de la région afin de mieux faire connaître les différentes filières et de développer une économie inclusive et durable. Ces journées visent à encourager la consommation locale de nos potentialités agricoles auxquelles nous accordons peu d'importance et d'explorer de nouvelles stratégies pour améliorer leur qualité, leur transformation et leur commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux. Cette initiative nous réconforte, nos autorités communales, dans notre dynamique de valorisation de nos produits agricoles. Les Chinois aujourd'hui sont dans la dynamique de nous aider à créer un pôle agroalimentaire à Sikasso où les autres pays viendront s'approvisionner. Pour assurer l'autosuffisance alimentaire, l'autorité administrative encourage les acteurs à consolider les bases d'une agriculture plus compétitive et mieux intégrée dans les circuits de transformation et de commercialisation. Ces richesses doivent être mieux exploitées, transformées et promues pour contribuer pleinement à l'essor de notre pays et au bien-être de nos populations. Cela permettra également de réduire notre dépendance aux importations tout en répondant à la demande croissante des consommateurs. La cérémonie d'ouverture des journées de valorisation des produits locaux est une occasion pour les visiteurs de découvrir une gamme variée de produits transformés à partir des matières premières locales et de déguster des plats traditionnels. Des panels sur les filières pommes de terre, karité, mangue et pois sucrés seront débattus par les acteurs convaincus que consommer local, c'est soutenir l'économie nationale. Oui, Msokoro, consommant local. C'est parti pour l'opération de distribution gratuite de l'aliment poisson à Koulikoro. Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan national de réponse 2024 du commissariat à la sécurité alimentaire. Ce dont concerne tout le Mali est composé de 300 tonnes d'aliments poissons. Le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a présidé la cérémonie de lancement. Djema Moussa Konaté, correspondance. Au total, ce sont 300 tonnes d'aliments poissons qui ont été remises au président de la filière poisson pour les producteurs lors de ce lancement officiel de l'opération distribution gratuite de l'aliment poisson. Cette initiative du commissariat à la sécurité alimentaire vise à améliorer les revenus des pêcheurs et des aquaculteurs en renforçant leur productivité. Pour le président de l'interprofession, ce don représente un symbole d'espoir et de solidarité pour les pisciculteurs. Elles permettront à de nombreux producteurs de surmonter les difficultés actuelles et d'assurer la subsistance de leur famille. Nous vous remercions pour votre confiance et pour votre vision qui nous encourage à travailler ensemble pour le bien-être de nos communautés. En tant que bénéficiaire, on est très content, surtout au niveau de la région de Koulikoro. Et c'est la deuxième fois que moi, j'ai senti ces dons-là au niveau de la région de Koulikoro. Cela va aussi faire remonter tous les morales des pisciculteurs et cela va augmenter aussi la production des pisciculteurs. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, ce soutien vise à renforcer la résilience du système de production halieutique face aux défis imposés par les changements climatiques. Les résultats obtenus en 2022, avec l'augmentation de la production globale de 600 tonnes de poissons, témoignent de l'impact positif que de telles initiatives peuvent avoir sur la vie des bénéficiaires. En effet, ces actions contribue non seulement à la relance des activités économiques locales, mais également à la sécurité alimentaire au sein des ménages concernés. En marge de cette cérémonie, le commissaire à la sécurité alimentaire a offert 5 tonnes de riz au gouverneur des régions, le colonel Lamine Kapori Sanogo, pour les sinistrés de sa région.
Nous restons à Koulikoro en vous amenant en totale immersion avec des enseignants-chercheurs et étudiants doctorants de l'IPR-IFRA de Katibougou. Avec eux, nous allons découvrir des parcelles de sorgho, de coton, de maïs, de soja ou de manguier, nouvelle génération et made in Mali, s'il vous plaît. Ceci s'appelle amélioration de la productivité, de la production et de la résilience de nos cultures face aux effets du changement climatique. Boubacar Sissoko et Amadou Choukari de l'ERTM Koulikoro nous amènent à visite. On les suit. Les tiges et les feuilles restent vertes et ça contient du jus, on peut l'utiliser comme fourrage. L'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée IPR-IFRA de Katibougou est un maillon essentiel de la recherche en matière de productivité et de production agricole. Cette sortie pédagogique vise à confronter les idées des chercheurs et montrer au public le savoir-faire de l'Institut. Ces visites sont toujours les bienvenues puisque tout d'abord ça permet d'abord une certaine visibilité de l'institution même en matière de recherche. Par rapport à la recherche agricole au Mali, l'IPR est, je peux dire, un peu moins connu que d'autres structures, mais alors que nous faisons beaucoup plus que beaucoup d'autres structures. Donc ça, ce sont vraiment des occasions, des opportunités, n'est-ce pas, qui nous permettent quand même d'être un peu visibles un peu partout par un peu tout le monde. Les enseignants-chercheurs de cet institut, dans une parfaite symbiose, ont visité des parcelles expérimentales de cultures initiées par des étudiants doctorants. Il s'agit des champs de sorgho, de coton, de maïs, de soja et d'une mangueraie. Pour recenser les états de lieu d'une recherche, il faut que toi-même tu participes et que tu vois comment les autres sont en train d'évoluer. Ça te permet aussi de mûrir des idées de recherche et de formuler des projets. Alors que nous sommes des enseignants-chercheurs, on fait la recherche et on enseigne en classe et nous devrons démontrer au monde scientifique, d'abord au monde local, aux étudiants d'abord, ensuite les collègues enseignants qui sont là. C'est ça qui nous motive et on a vu l'exemple aujourd'hui. On voit comment les trucs évoluent. L'objectif visé est d'améliorer la productivité, la résilience des cultures face aux effets du changement climatique. À l'IPR-IFRA de Katibougou, on estime que les résultats des recherches ne dorment pas dans les tiroirs. À Katibougou, ici, les résultats des recherches ne sont pas dans les tiroirs. On travaille avec les producteurs et les producteurs l'adoptent le plus souvent en même temps sur le terrain. Donc c'est pour cela que nous sommes tous impliqués. Et qui parle de production, tu es obligé donc, de faire la recherche. Ce sont les résultats qu'on publie. Et sans résultats, on ne peut pas publier. Ce sont les résultats qu'on montre aux producteurs pour dire telle technologie, telle innovation, ça peut aller. L'administration de l'IPR-IFRA apprécie les efforts consentis par l'État. Malgré tout, elle évoque des difficultés. On a beaucoup de difficultés. Et la recherche, d'une façon générale au Mali, le financement de l'État n'est pas tout à fait comme nous le souhaitons. Et dans bien des cas, c'est la recherche par les biais de fonds obtenus à côté des partenaires. Les projets de recherche ont abouti à des résultats probants qui peuvent profiter aux producteurs agricoles. Ici, les enseignants-chercheurs œuvrent inlassablement pour une agriculture durable adaptée aux effets du changement climatique. Voilà, en avant toujours pour des expérimentations heureuses. Un mot de cette visite de supervision du directeur général de l'Institut d'économie rurale à Sikasso. Il s'est rendu sur 2 sites de recherche qui sont à Fenkolo et à Longorola. Je vais y arriver pour voir justement des expérimentations sur le coton et sur le riz. Compte rendu Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. Le site de recherche de Fenkolo, à une quinzaine de kilomètres de Sikasso, est la première étape de cette visite de supervision du directeur général de l'Institut d'économie rurale. Ici, la visite a concerné des parcelles d'évaluation des nouveaux programmes de protection phytosanitaire du coton et des effets combinés du régulateur de croissance, de l'essimage et de la protection phytosanitaire sur les infestations des jacides et la productivité du cotonnier. La recherche sur le coton est l'une des activités en cours au niveau du Centre régional de recherche agronomique de Sikasso. Au CERA de Sikasso, il y a 6 programmes. Donc 3 programmes qui sont basés ici. Le programme coton, le programme riz de bas-fond et le programme ressources forestières. Et il y a 3 délégations. Donc la délégation du programme bovin, la délégation du programme fruits et légumes et la délégation de l'équipe système de production et gestion des ressources naturelles.
La deuxième étape de la visite est le site de Longorola, à une dizaine de kilomètres de Sikasso, pour voir des parcelles d'évaluation variétale du riz et de confirmation d'efficacité d'herbicides sélectifs. La mission, conduite par le directeur général, a échangé avec les chercheurs sur les résultats des différentes recherches. Dans toutes les discussions que nous avons eues, c'est pour attirer leur attention et on a trouvé qu'ils sont à hauteur de souhait et qu'ils ont pris en compte tous ces paramètres pour pouvoir avoir des bons résultats, pour que les résultats qu'ils vont produire, là où on les met à travers les pays, et qu'on dise que ça c'est une technologie éprouvée, que la technologie puisse marcher et adoptée par les producteurs. Le riz pluvial, le riz de bas-fond, qui se comporte extrêmement bien. Et en plus de cela, nous avons aussi observé des résultats, des travaux sur les cotonniers, et des résultats sont probants. Le directeur général de l'Institut d'économie rurale a aussi eu un cadre d'échange avec les personnels du Centre régional de recherche agronomique de Sikasso sur la vision de la direction et les préoccupations des chercheurs. 4e session du comité d'orientation et de pilotage du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs. Les administrateurs ont planché sur les activités réalisées en 2024 et le budget y afférent. Nouroum Sissoko pour plus de détails. Le projet Mérite, projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la résilience, notamment climatique, de la population rurale pauvre dans sa zone d'intervention. La 4e session du comité d'orientation et de pilotage du projet examine le bilan des réalisations et l'état d'exécution du budget au titre de 2024. Au 31 décembre, nous serons à l'ordre de 50% du taux d'exécution physique et la même proportion par rapport à l'exécution financière. Le projet a réalisé quelques résultats. Il s'agit entre autres de l'élaboration des 75 derniers plans communaux d'adaptation au changement climatique, la formation de l'équipe du projet et les partenaires sur le PSEC, qui est un outil sur l'environnement et les changements climatiques du FIDA. Ces résultats ont été obtenus non sans difficulté et le projet entend se doter au titre de 2025 d'un programme d'activité et d'un budget conséquent. Nous avons prévu de réaliser 2000 biodigesteurs, une technologie qui aide nos femmes rurales d'accéder à de l'énergie sans fumée, sans tracasserie de recherche de bois pour cuisiner. Et puis aussi le digesta, qui est un effluent du biodigester, permet aussi de fertiliser les sols et d'augmenter le rendement agricole. Donc aussi nous aurons à réaliser 150 périmètres maraîchers au profit de nos femmes rurales. C'est un PTBA de 8 milliards 700 millions de francs CFA. Plus de 42 000 ménages bénéficient du projet Mérite, soit environ 420 000 bénéficiaires indirects, dont au moins 50% de femmes et 30% de jeunes. Le projet couvre le sud des régions de Kay et de Sikasso, ainsi que les régions de Koulikoro et Ségou. Journée internationale de la jeune fille, la commémoration se poursuit au Mali sur une semaine entière. Décision des autorités pour marquer l'événement et faire voir son importance. Et parmi les festivités, un concours d'art oratoire a été organisé ce samedi entre des jeunes filles, chacune représentant une ethnie et une école. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Koulibaly Mariam Maïga, était sur place, très satisfaite de ce qu'elle a entendu, nous dit Soumaou Haïdar. 14 jeunes filles, 14 écoles, 14 ethnies, chacune d'elles a porté un message significatif à travers un thème à l'issue de cette compétition en art oratoire. L'objectif de ce concours est de permettre à ces jeunes de mieux s'exprimer en public. La gagnante est Sarata Djiré, élève à l'école La Victoire et représentante de l'ethnie Maure. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Pour que la refondation réussisse, donnons-nous les mains pour lutter contre les violences basées sur les gens en milieu scolaire. Il s'agit à travers ce concours de mobiliser les filles au nombre de 15 et âgées
de 8 à 12 ans et qui ont dû s'exprimer sur les thèmes internationaux et nationaux. Et je voudrais au passage signaler que parmi ces filles, il y avait des filles en situation de handicap, c'est-à-dire une fille sourde-muette, une fille albinos qui n'a finalement pas pu présenter. Il faut noter que l'organisation de ce concours d'art oratoire a permis aux filles de se familiariser avec la prise de parole en public et d'exprimer aisément leur opinion sur l'identité culturelle et ethnique ainsi que les questions qui les concernent. Pour la refondation du Mali, la fille compte selon Madame le ministre en charge de la promotion de la femme. C'est pourquoi l'État encourage cette année le genre féminin à aller vers les filières scientifiques. Le ministère veut promouvoir le leadership féminin et l'égalité des genres. Et cela ne peut se faire sans une bonne formation en sciences et en technologie. Bravo filles, 2 décennies, cela se fête. La 4e promotion, analyse qualitative, politique et économique Mamadou Baba Diawara a 20 ans, une date anniversaire célébrée à la faveur d'une conférence débat sur le thème situation et perspective de la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Ba Traoré était sur place. 20 ans d'activité pour la 4e promotion de la spécialité AQPE, analyse qualitative et politique économique Mamadou Baba Diawara. Les membres de cette association célèbrent cet anniversaire par une conférence débat sur la situation et les perspectives de la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Nous voulons juste offrir cette occasion à la population, aux universitaires, d'en bénéficier. Et nous-mêmes, ce qu'on n'avait pas compris avant, de le comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souhaitons que la conférence qui va se tenir tout de suite profite à la population malienne. Ce 20e anniversaire de la 4e promotion AQPE, Mamadou Baba Diawara a pour parrain le ministre de la Justice. Le garde des Sceaux a saisi l'occasion pour rappeler les efforts du Mali dans la lutte contre le fléau de la cybercriminalité. Au-delà de la coopération internationale à l'échelle mondiale, continentale, régionale et sous-régionale, il appartient à chaque État de s'organiser pour lutter contre ces phénomènes. Le Mali a déjà pris la mesure de la gravité de cette forme de délinquance en adoptant un certain nombre de mesures, notamment l'adoption de la loi portant répression de la cybercriminalité. Nous avons aussi mis en place un pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Lors de cette célébration, les membres de la 4e promotion AQPE, Mamadou Baba Diawara, ont eu une pensée pieuse pour ceux qui ont commencé la lutte avec eux et qui ne sont plus aujourd'hui. Il est là, avec lui, de nouvelles sportives. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Traoré. Alors, on va commencer par les Aigles du Mali qui sont bien arrivés cet après-midi à Bissau. Sur place, ils affrontent les Djurtous de la Guinée-Bissau au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Siragatou. Oui, le moral est au beau fixe dans le nid des Aigles après leur victoire étriquée 1-0 vendredi dernier face à la Guinée-Bissau. Les autorités de la transition ont affrété un vol spécial pour le voyage de Bissau. Nos envoyés spéciaux sont Abdul Karim Kaba et Mohamed Sidibé. C'est à 17h20 que le vol qui transporte les Aigles du Mali est atterri à l'aéroport international Osvaldo Vieira. Eh bien, 1h30 de vol. Ce vol a été facilité par les plus hautes autorités du pays pour permettre aux Aigles du Mali de bien voyager. Et toutes choses saluées par les techniciens belges et les sélectionneurs Tom Saint-Fit. Je dois aussi remercier le gouvernement et la Fédération de Mali. Ils ont arrangé un vol direct dimanche entre Bamako et Guinée-Bissau. C'est fantastique et je sais que critiser une fédération, critiser un gouvernement, c'est très facile. Mais quand le gouvernement et la fédération font quelque chose d'unique pour notre équipe, quand on n'a pas un vol direct, on doit voyager 9 heures entre Bamako, Lomé,
Dakar-Bissau, et ça aide beaucoup pour la récupération de notre équipe. C'est l'opération 6 points qui continue et les 50% ont été atteints à Bamako avec la victoire. Si les Aigles du Mali gagnent ce mardi ici à Bissau, ce sera une qualification directe avec 10 points dans le groupe I des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors, nous allons parler maintenant de l'accueil des Aigles après l'aéroport. Ils ont pris la direction de leur hôtel, les Maliens établis à Bissau, parce qu'il y en a, leur ont réservé un accueil chaleureux, Siragatou. Oui, la forte colonie malienne a effectué le déplacement à l'hôtel des Aigles pour souhaiter la bienvenue à la délégation et donner de la voix, une sorte d'avant-goût avant le match de mardi. Le point avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Mohamed Sidibé. Après l'aéroport, c'est un public de grand jour qui est venu accueillir les Aigles du Mali à l'hôtel Dunia ici à Bissau. Eh bien, c'est pour pousser les Aigles à la victoire. Vous voyez derrière moi avec les supporters des Aigles du Mali, la forte colonie malienne qui est là pour accueillir, pour supporter les Aigles du Mali à la victoire. Nous sommes des Maliens vivant en Guinée-Bissau, nous sommes fiers de les accueillir. Vive le Mali, vive la paix, vive la cohésion sociale. Les supporters maliens sont sortis nombreux pour soutenir les Aigles du Mali face à cette formation bissau-guinéenne. On est content seulement. Nous, on veut victoire seulement. Qualification. Que souhaiterez-vous pour les Aigles du Mali ce mardi? Le mardi, on souhaiterait que une seule victoire seulement. On est mobilisé ici pour la victoire seulement, rien que la victoire. On est derrière vous, ils sont quittés chez lui au Mali, ils sont venus chez lui au Mali ici. Bissau, c'est Mali mardi, Inch'Allah. En cas de victoire, Nianialou Traoré, le Mali se qualifierait ce mardi pour sa 14e phase finale de l'histoire, la 10e consécutive. Avec votre permission, cette info concernant le Burkina Faso, un pays voisin, c'est la fête. Les étalons du Burkina se sont brillamment qualifiés cet après-midi pour la CAN en battant le Burundi 2-0. Avec 10 points à 2 journées de la fin des éliminatoires, le Burkina Faso devient le premier pays à obtenir son billet sur la pelouse. En tout cas, de la chaleur, beaucoup de chaleur à l'accueil. Merci à nos compatriotes et grand merci à nos envoyés spéciaux. Nous revenons au Mali, fin accueil des travaux des États généraux sur le football régional. Pendant 2 jours, les acteurs se sont retrouvés pour parler foot en première région. Oui, occasion pour les participants de diagnostiquer les maux minants de football en première région et de doter la Ligue régionale de football de Caille d'un cadre stratégique pour l'atteinte des objectifs sur la période 2025-2029. On en sait plus avec Issa Diakité depuis Caille. Lancé ce mardi matin dans la cité des Rails, ces états généraux sur le football caïsien, initiés par la Ligue régionale de football de Caille, sont une aubaine pour les dirigeants et acteurs du football de poser des vrais diagnostics afin d'identifier tous les maux dont souffre le sport oura dans nos régions. C'est un contexte aussi important que la présente assise et le groupe des acteurs venus des 3 régions se retrouvent durant 2 jours pour débattre des thématiques suivantes: diagnostic et état des lieux, objectifs stratégiques et chantiers prioritaires de la Ligue régionale, développement et professionnalisation de la Ligue régionale. Je vous rappelle que ces états généraux se tiennent 1 mois après l'inauguration du stade Ablé Makoro Sissoko, qui est désormais homologué par les instances du football international. C'est le lieu pour moi de réitérer nos remerciements à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et au ministre en charge des sports pour avoir bien voulu agréer notre demande de réhabilitation de cette infrastructure. Les 2 jours seront propices de les identifier, proposer des solutions et des recommandations idoines. Pourtant, la région de Caille a longtemps été un vivier dans la promotion de la discipline à travers les différents clubs de renommée, à savoir la Caïsienne qui fut finaliste 2 fois de la Coupe du Mali en 1965 et 1970. Puis, l'AS Sigui de Caille, première équipe régionale détentrice de la Coupe du Mali en 1987, a participé à la Coupe des Coupes en 1988. Étaient présents à ces travaux des États généraux sur le football caïsien des participants venus des régions de Kita, Nioro du Sahel et Caille. Voilà, je pense que l'actualité sportive, là, c'est tout.
Oui, Nyanya. Merci, Siragatou. En tout cas, un grand merci à nos téléspectateurs de Fenkolo et de Longorola. C'est dans la région de Sikasso. Voilà, c'est tout pour ce journal, Siragatou. Et à très bientôt. D'ici là, soyez créatifs, soyons créatifs. Ça ne ferait pas de mal. Bon début de semaine à tous. Siragatou, à vous également. Pareil à vous. Bonsoir. Merci. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,